Télé 50, simplement congolais. Quatre principaux titres pour ce journal. La zone de santé de Kiboua dans les territoires de Walikale au nord Kivu est touchée par une flambée de choléra. Le bilan provisoire fait état de 56 cas enregistrés dont 6 décès selon les autorités sanitaires locales. Le mois de mars 2026 bat un triste record dans l'est de la RDC. 544 enlèvements ont été documentés, dont plus de 400 par les IDF. Le groupe armé est désormais signalé dans le Haut-Tuélé. L'information vient du baromètre sécuritaire du Kivu. L'accord migratoire entre Kinshasa et Washington est mis à l'épreuve. La RDC a reçu un premier groupe d'expulsés des États-Unis, mais les dispositifs coincent. Face aux failles de l'accueil, pourtant financés par les USA, les gouvernements demandent déjà l'appui humanitaire de l'OIM. C'est un dossier à suivre en tout début du journal. Aux États-Unis, la ministre du Travail, Lori Chavez, a démissionné de ses fonctions. La Maison-Blanche évoque des scandales. Sans donner des détails, elle est la troisième femme à quitter l'administration Trump à l'espace de 6 semaines sur fond de tensions et de remaniements au sein de l'exécutif. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, ces dossiers qui demeurent au centre des débats en République démocratique du Congo. Le pays a récemment accueilli un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis dans les cadres d'un accord bilatéral. Si Kinshasa assure que leur prise en charge est assurée financièrement par Washington, les difficultés apparaissent déjà, poussant les gouvernements à solliciter l'appui humanitaire de l'organisation internationale pour les migrations. Depuis quelques jours, la République démocratique du Congo a mis en place un dispositif d'accueil temporaire controversé pour les migrants expulsés des États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un accord bilatéral de coopération. Selon les communications officielles, Kinshasa a plusieurs fois affirmé que ces migrants, dont le premier lot de 15 personnes est arrivé dans la capitale congolaise le 17 avril dernier, seront totalement pris en charge financièrement par Washington, un dispositif limité dans le temps et pas donc une installation durable sur les territoires congolais. Mais seulement moins de 3 jours après l'accueil de ces premiers groupes, la prise en charge pose problème. L'Organisation internationale pour les migrations affirme avoir été sollicitée par le gouvernement congolais afin de fournir une assistance humanitaire à ces 15 migrants. L'OIM a précisé lundi 20 avril qu'en complément d'une assistance fondée sur les besoins et sur les évaluations individuelles, peut proposer un appui aux migrants qui en font la demande conformément à son mandat et au cadre juridique applicable. Arrivée et installée à Kinshasa, la population s'interroge et ça va dans tous les sens. C'est une bonne décision que le président de la République a prise parce que tous les jours ici, nous vivons avec les migrants ici. Mais pour cette fois-ci, les migrants sont encadrés par un accord. Vous voyez, il y a un accord qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. L'arrivée des migrants, on peut dire que c'est bien, oui, mais quand nous voyons la façon dont nous vivons, nous voyons que ce n'est pas une bonne décision. Eza malamu kosungana nanu dans un premier temps, mais il faut que la situation mboka eza ko traverser. Ce pays n'a pas encore atteint les stades d'accueillir des migrants étrangers vu le contexte dans lequel la population vit. Ces pseudo-migrants dont nous ignorons la nationalité exacte, s'ils ont été expulsés des États-Unis, c'est parce qu'ils n'apportaient aucun bénéfice aux États-Unis. Si à eux ils sont indésirables, pourquoi seraient-ils des bons candidats pour rester en RDC? Les Américains vont-ils honorer leur engagement quant à la prise en charge de ces migrants qui, dans les jours qui suivent, arriveront par centaines et dont la durée de séjour reste inconnue? Serait-ce un autre défi qui s'ajoute aux nombreux défis auxquels fait face le gouvernement congolais? Toutes ces questions restent pendantes.
Dans le cadre de la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Modianvita est arrivé à Ankara, capitale turque. Une mission destinée à renforcer la capacité opérationnelle des forces armées de la République démocratique du Congo dans une coopération militaire bilatérale qui vient diversifier le portefeuille de l'industrie de la défense congolaise. Restant dans la redynamisation des forces armées de la République démocratique du Congo, après Paris, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabombo Modianvita est arrivé à Ankara, capitale turque, pour réussir à renforcer la capacité opérationnelle des FARDC. Une coopération militaire bilatérale en ligne de mire, Maître Guy Kabombo veut diversifier le portefeuille de l'industrie de la défense congolaise. Lundi 20 avril, déjà, le chef de l'outil de la défense a visité les installations industrielles de la défense à Ankara pour jauger la puissance militaire turque, classée deuxième force de l'organisation des traités de l'Atlantique Nord, OTAN, et 9e puissance militaire mondiale en matière de production et d'équipement. Cette mission officielle qui intervient dans un contexte de réformes structurelles visant à doter la République démocratique du Congo des outils opérationnels modernisés et d'un tissu industriel de défense souverain. Le VPM de la défense congolaise était satisfait de l'expertise turque avant de réitérer l'engagement du pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de consolider les liens de coopération entre Kinshasa et Ankara. Cette énième mission stratégique en Turquie constituera une étape charnière dans l'opérationnalisation des accords conclus entre les deux pays frères. Rappelons ici que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Maître Guy Kabombo Modianvita, a eu un entretien bilatéral en juillet 2025 avec son homologue turc Yasser Güler en marge de la 17e édition du Salon international de l'industrie à Istanbul, où les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer la coopération, notamment à travers la formation des FARDC, les transferts des compétences, échanges d'expériences, ainsi que l'acquisition des équipements adaptés aux besoins sécuritaires actuels en RDC. D'une actualité à une autre, en séjour de travail en Belgique, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation Marie-Thérèse Sombo a échangé avec les doctorants congolais évoluant en Europe. Une rencontre qui a bouclé en séjour de travail fructueux, marqué par un partenariat stratégique au Musée royal de l'Afrique centrale. La mission de travail de la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo au Royaume de Belgique s'est achevée par une rencontre d'échange avec les doctorants congolais résidant en Europe à Bruxelles. Cette séquence vient clore une semaine particulièrement productive pour le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en RDC. À la suite de sa visite au Musée royal de l'Afrique centrale, marquée par la consolidation d'un partenariat stratégique fondé sur le principe du bénéfice mutuel entre cette institution et les structures relevant de les sursis, la ministre a tenu à consacrer un temps d'écoute et de dialogue avec la diaspora scientifique congolaise. S'adressant aux doctorants, Thérèse Sombo a souligné l'importance stratégique de leur contribution au développement du pays, insistant sur la nécessité de mobiliser l'ensemble des compétences nationales, y compris celles acquises à l'étranger, au service d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Chers apprenants, vous représentez une richesse inestimable pour notre nation. Par votre engagement dans la recherche, par votre persévérance et par votre quête du savoir, vous incarnez l'avenir scientifique et technologique de notre pays. Dans cette perspective, il a été annoncé la mise en place prochaine d'un répertoire de doctorants congolais évoluant à l'étranger en collaboration avec leurs représentations diplomatiques. Cet outil vise à faciliter leur identification, leur accompagnement ainsi que leur réintégration et orientation par les instances compétentes à l'issue de leurs travaux doctoraux.
Prenant la parole au nom de ses pairs, le représentant des étudiants congolais en Belgique a salué le leadership de la ministre, mettant en avant les réformes engagées pour moderniser et relever le niveau du système éducatif congolais en adéquation avec les standards internationaux. Il a également exprimé la reconnaissance des doctorants pour les initiatives structurantes menées au sein de l'ESURSI, notamment la promotion de la recherche scientifique, l'instauration d'activités de soutien aux étudiants, ainsi que la qualité du dialogue entretenu avec les apprenants. Le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, est à Béni depuis le lundi pour sa première tournée au Nord Kivu. Au menu, consultation avec autorités et sociétés civiles et visite dans les territoires des Béni touchés par les IDF. L'objectif, dresser un état des lieux de la situation sécuritaire dans l'est du pays, marqué par l'activisme de plusieurs groupes armés. Accueilli à son arrivée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, James Swan a pris part à une mini-réunion de sécurité. L'objectif de cette mission, faire les points sur l'évaluation sécuritaire et recueillir les préoccupations locales avec une attention particulière portée à la protection des civils et à la sécurité. Béni et les territoires environnants continuent de faire face à de graves menaces liées à l'activisme des groupes armés, principalement les Allied Democratic Forces ADF, qui continuent d'affecter durement les populations civiles. J'ai réaffirmé au gouverneur l'engagement de la MONUSCO à poursuivre la mise en œuvre de son mandat avec une priorité claire, la protection des civils, conformément aux résolutions 2808 et 2773, tous les deux adoptées par le Conseil de sécurité en 2025. Cette visite intervient alors que le territoire de Béni reste confronté à l'activisme de plusieurs groupes armés, dont les IDF régulièrement accusés d'exactions contre les civils. Nous avons également évoqué les recommandations issues des efforts de paix et de stabilisation locaux, y compris les initiatives visant à répondre de manière plus globale à la menace des ADF. En plus de l'aspect militaire, cette réponse doit aussi intégrer la prévention, la protection communautaire, le dialogue local, le soutien aux victimes, la lutte contre l'impunité et le renforcement progressif de l'autorité de l'État. James Swan devrait également rencontrer des acteurs de la société civile et des humanitaires avant de poursuivre sa tournée dans d'autres villes de l'Est. Le mois de mars 2026 bat un triste record dans l'est de la République démocratique du Congo. 544 enlèvements ont été documentés, dans plus de 400 par les IDF. Le groupe armé est désormais signalé dans les Haut-Uélé, confirmant son extension vers l'intérieur du pays. L'information vient du baromètre sécuritaire du Kivu. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, KST, le mois de mars 2026 a enregistré un record d'enlèvement dans l'est de la République démocratique du Congo. 544 cas ont été documentés. Il s'agit du total mensuel le plus élevé depuis la reprise du KST en octobre 2025 et possiblement d'un record absolu. La majorité de ces enlèvements est attribuée aux forces démocratiques alliées IDF en sigle. Selon les rapports, le groupe armé est responsable de l'enlèvement de plus de 400 civils sur le seul territoire de Mambasa à Nitori. Toujours selon le KST, les IDF ont été repérés pour la première fois dans la province du Haut-Uélé, confirmant leur déplacement vers l'intérieur du pays. Une dynamique observée depuis le lancement de l'opération conjointe ougando-congolaise Shuja en 2021. Le rapport précise que dans les territoires de Mambasa, les IDF exercent désormais une influence directe sur la cité Mambasa Centre, imposant notamment des taxes aux habitants de sa périphérie. Ces chiffres illustrent une double tendance inquiétante, une intensification des enlèvements comme mode opératoire des IDF et une extension géographique de leur zone d'action bien au-delà de leur bastion historique du Nord Kivu et des Littoris. L'apparition du groupe dans les Haut-Uélé, combinée à sa capacité à taxer la population à Mambasa Centre, montre une volonté d'ancrage et de contrôle territorial. Cela intervient alors que les autres foyers de crise, M23 et Codeco, restent actifs, accentuant la pression sur les civils et sur les FARDC engagés sur plusieurs fronts.
En bref, et en image, la zone de santé des Kibois dans les territoires de Walikale, au nord Kivu, est touchée par une flambée de choléra. Le bilan provisoire fait état de 56 cas enregistrés, dont 6 décès, selon les autorités sanitaires locales, qui redoutent une propagation aux aires des santé voisines, qui, si la chaîne de transmission n'est pas rapidement interrompue, avec 6 morts pour 56 cas, le taux de létalité dépasse 10%, un seuil considéré comme élevé par l'Organisation mondiale de la santé qui fixe les taux acceptables en dessous de 1% lors d'une épidémie bien prise en charge. Le secrétaire général à la santé a procédé hier lundi à la remise symbolique des équipements biomédicaux au Centre national de transfusion sanguine à Kinshasa, un appui des Roches Saint-Sauveur qui va contribuer à la modernisation du centre de production et à améliorer la qualité et la fiabilité de la sécurité des unités des sangs produites. Ces matériels seront acheminés dans 251 structures de transfusion sanguine à travers le pays. La remise officielle de matériels essentiels destinés au renforcement de la chaîne des activités des transfusions sanguines en République démocratique du Congo a pour but d'assurer la sécurité à ces opérations. Une dotation signée Saint-Sauveur. Nader Chami est directeur général de Saint-Sauveur, partenaire financier et technique du gouvernement congolais. C'est un honneur aujourd'hui de pouvoir faire cette cérémonie avec l'appui et l'accompagnement de Roche. Aujourd'hui, nous avons fait la remise symbolique de 27 automates de 411 que nous allons mettre à la disponibilité du Fonds de promotion de la santé pour le programme de la sécurité transfrontalière.